Bonjour à tous et bienvenue sur Au cœur de soi TV. Alors aujourd'hui, j'accueille Coralie Château. Bonjour Coralie. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors je voulais vous parler de Coralie parce que je l'ai vue grâce à des lives que je suis de Virginie Tanguay que j'ai interviewée juste précédemment. Et en fait, Coralie, j'ai beaucoup aimé ton énergie aussi, ta façon d'exprimer les choses, de les expliquer. Je les trouve tellement c'est simple, c'est fluide. Voilà, j'avais envie, c'est pour ça que j'ai envie d'échanger avec toi. Et puis surtout, on va parler de ton parcours et d'un livre en particulier qui m'interpellait, c'est Éveil et Ascension, les 8 clés pour accéder à ses pouvoirs souverains. Donc, on va voir ça avec toi. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, Coralie? Oui, bah écoute, merci de m'avoir invitée Laetitia Avec plaisir. et merci aussi pour ce que tu partages et je suis contente que Éveil et Ascension t'aient interpellée. Donc je sais pas par où commencer, j'ai eu une vie professionnelle normale entre guillemets. Pendant une dizaine d'années, j'ai fait des études de commerce, commerce international et j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce domaine, plus particulièrement dans la mode, le prêt-à-porter de luxe. Et donc, ça m'a amenée à beaucoup voyager, à être très active, à découvrir beaucoup de choses, beaucoup de pays aussi, parce que ça m'a permis de voyager énormément. D'accord. Et à l'âge de 27 ans, en fait, j'ai commencé à me remettre en question parce que j'avais l'impression de m'ennuyer et d'être dans un tourbillon d'activités justement et de voyages. Et ma problématique, c'était que je me sentais un peu enfermée là-dedans. C'est-à-dire, je ne voyais pas comment je pouvais faire autre chose, sortir de ça, évoluer, parce que je sentais à l'intérieur de moi, mais je ne me l'avouais pas, que je ne voulais pas rester ou continuer ou faire carrière dans ce secteur. Et donc, j'étais un peu triste en fait, je ne savais pas comment faire. Et à l'époque, on ne changeait pas de métier aussi facilement que ça, c'est-à-dire que moi, j'avais quand même, j'ai fait 5 années d'études et j'avais l'impression d'avoir investi beaucoup d'énergie, de temps pour faire ce que je faisais. Et donc, c'était un peu me trahir euh, que de dire, bon, bah, finalement, c'est pas ça que je veux et je vais faire autre chose. Donc, pour moi, c'était pas envisageable. Et j'étais coincée là-dedans, j'avais un conflit intérieur. Et puis, bah, petit à petit, comme j'étais au bout, j'étais à fond, je pense qu'aujourd'hui, on appellerait ça un burn-out. Et qu'en même temps, l'entreprise connaissait de grandes difficultés parce que c'était les débuts de la délocalisation au niveau de la fabrication vers les pays de l'Est. Donc, la situation de l'entreprise était vraiment difficile. Ils ont commencé à faire des licenciements, un premier plan social, un deuxième. Et puis, dans le troisième, je crois que c'est le troisième, j'ai dit, bah, moi, je veux bien partir. Et du coup, je suis partie dans des conditions qui m'ont permis de m'offrir 6 mois pour faire tout ce que j'avais pas le temps de faire, et notamment bah, prendre soin de moi, refaire du sport, découvrir la méditation, le yoga, tout ce dont j'entendais parler mais que j'avais jamais le temps de faire, parce que je voyageais 5 mois de l'année, je travaillais plus de 20 week-ends par an. Et donc, pendant ces 6 mois, bah, j'ai commencé à revivre, à découvrir d'autres choses, d'autres horizons. Et bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment nourrie à l'intérieur. Et malgré tout, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Je postulais pour des postes similaires aux miens, mais je voyais bien que je n'avais pas envie et que je n'attirais pas non plus les employeurs, quoi. Et bah, tout s'est fait en fait assez naturellement au fil de parce que j'ai continué à faire ce qui me faisait du bien. Et un jour, je me suis inscrite à un stage de massage pour découvrir aussi les massages, hein, pas du tout pour l'idée de faire donner des massages. Et puis de fil en aiguille, donc ça s'est mis en place parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment une aptitude pour masser. Et tout le monde me disait, parce que je massais quand même des gens autour de moi, des amis ou ceux qui en entendaient parler, et tout le monde me disait que j'avais un don pour ça. Donc, au bout d'1 an et demi, 2 ans, je me suis mis à mon compte en auto-entrepreneur. Et puis, bah, très vite, j'ai proposé d'autres services comme la relaxation,
J'ai commencé à développer une formation en gestion du stress que j'ai proposée en entreprise parce que je connaissais les problématiques de l'entreprise du coup. Et donc, si tu veux, j'ai commencé à me rendre compte que ce que j'avais fait avant n'était pas inutile parce que ça m'apportait aussi un point de vue et une expérience que je pouvais partager par rapport à ce que je vivais moi dans le sens de la transformation et du passage à autre chose. Et voilà, ça s'est mis en place tout Petit seul. à petit, ouais. Parce qu'en fait, quand j'ai lu un petit peu effectivement ta biographie au travers de ton site, tupeuslefaire.com, j'ai vu que tu te présentais également comme une psycho-énergéticienne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce talent, à cette compétence que tu as? Alors oui, c'est à la fois, tu as raison, un don et une compétence, parce que la compétence, elle m'est venue au fil du travail que j'ai pu faire dans la connaissance de moi, au travers des thérapies, de différents stages. J'ai été explorer plein de choses. En fait, pendant 5 ans, j'ai vraiment fait pratiquement que ça, quoi. En même temps, je commençais à donner des cours et à masser, mais pendant 5 ans, j'ai fait vraiment beaucoup de stages dans plein de disciplines différentes. J'ai été découvrir tout ce dont on entend parler aujourd'hui, hein, la psychogénéalogie, les constellations familiales, toutes les disciplines comme le yoga, le Doin, le Qigong. J'ai été voir ce que c'était que le chamanisme. J'ai fait un travail en Gestalt. Enfin, j'ai vraiment exploré plein de choses. Et à chaque fois, ça me permettait de mieux me découvrir et puis d'avancer par rapport à mes blessures, de les découvrir les unes après les autres et de lâcher ce à quoi j'étais accrochée et que je ne voyais pas du tout, mais qui me faisait souffrir. Et donc, psycho, c'est pour la partie, je dirais, connaissance de moi et de mon fonctionnement au niveau de ma personnalité. C'est la partie développement personnel. Et énergéticienne, c'est la partie ressenti, énergie que j'ai vraiment complètement adoptée, que je me suis appropriée grâce au massage. Parce que dans le massage, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de mental, ça se passe uniquement dans le toucher et la présence. Donc, ça m'a permis de développer un ressenti et une façon de gérer l'énergie très simple qui permet que les choses, justement, se fassent toutes seules. C'est-à-dire, je ne cherche pas à faire comprendre quelque chose à l'autre, je cherche rien, en fait. Quand je masse quelqu'un, je me mets à l'écoute de l'énergie de l'autre personne, je me mets en contact avec son soi supérieur et les choses se font toutes seules. C'est-à-dire, je reçois des informations en termes de fréquence, d'énergie, de vibration, qui viennent au travers de mon mental aussi, sous forme de mots. Ce n'est pas des pensées, une réflexion, une analyse, c'est vraiment de l'information vibratoire. Et à partir de là, par exemple, les gens me disent « Ah, c'est marrant que tu me masses ici, c'est exactement là où j'ai mal. Et là, je sens quelque chose qui s'ouvre. » Et tu vois, alors que moi, je ne sais pas, avec ma tête, je ne peux pas dire « Ah, la personne, elle a mal là. » Surtout si elle ne m'en a pas parlé. Donc, je me laisse porter et diriger par l'énergie. Et donc, plus j'ai pu pratiquer ces deux, la combinaison à la fois de la connaissance de soi et de l'énergie, pour moi et avec les autres, plus ça s'est affiné tout ça. Et donc, voilà, je me suis mis cette étiquette-là, bien que je sois restée longtemps sans étiquette, parce que ça enferme dans une case, si tu veux. Mais on a tous besoin de savoir à qui on a affaire, qu'est-ce que tu proposes, comment tu peux m'aider. Donc, il faut mettre un nom. Et psycho-énergéticienne, c'est ce qui me convient, je trouve, ou ce qui me convenait le mieux. D'accord, merci. Et puis après aussi, maintenant, aujourd'hui, en fait, tu accompagnes les êtres de façon individuelle en coaching, notamment, et également tu es formatrice. Sur ton site, en fait, on peut retrouver pléthore d'informations à ce sujet. Et tu es surtout auteur. Et donc, on va parler, nous, d'un livre, donc je vais vous le montrer, qui m'intéresse particulièrement. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, Éveil et Ascension, les 8 clés d'activation de vos pouvoirs souverains. Waouh!
j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Et donc, avant de vraiment explorer ces 8 clés ensemble, et en tout cas, ce que tu souhaiteras partager avec nous aujourd'hui, j'aimerais d'abord que l'on revienne un petit peu sur les aspects de base, c'est-à-dire qu'est-ce que pour toi, Coralie, l'éveil et l'ascension? Est-ce que tu peux nous donner quelques définitions ou ta vision des choses et aussi tout ce qui est la souveraineté? Oui. Donc Alors, d'abord l'éveil et l'ascension, si tu veux bien. ouais. L'éveil, pour Merci. moi, ça a été de prendre conscience que j'étais pas seulement ce que je croyais être, c'est-à-dire, Coralie Château, une jeune femme, née en France, blanche, occidentale, culture occidentale, et cetera. Jeune cadre dynamique parce qu'à l'époque, j'étais, dans l'entreprise. Et donc, quand j'ai commencé à ressentir et à reconnaître ce mal-être, je me suis rendu compte en fait que je n'étais pas que ça et que je m'étais enfermée toute seule là-dedans et que j'avais jamais été explorer ce qu'il y avait au-delà de ça. Donc, ça m'a permis de comprendre que de ressentir ou de saisir que j'étais quelque chose de bien plus vaste, avec des capacités bien plus larges que celles que je connaissais en termes de compétences et de choses que j'avais pu apprendre mentalement au travers de mes études, etc. Et donc, l'éveil, pour moi, c'est ça, c'est de se rendre compte que, il y a une conscience avant tout et que cette conscience, cet esprit utilise, une forme qu'on peut appeler un avatar, c'est-à-dire un corps et une personnalité avec un caractère, des caractéristiques pour, être dans le monde et interagir. Tu vois? Si, j'avais pas ce corps et mon caractère, on pourrait pas dialoguer ensemble. Donc c'est l'identité que je prends pour interagir avec les autres dans le monde, pour apprendre, pour partager, pour tout quoi en fait. Mais c'est simplement un avatar. Alors qu'avant, je croyais que c'était moi, c'était tout ce que j'étais. Tu vois la différence? Oui. Et du coup, quand j'ai commencé à m'éveiller, je me suis plus laissée prendre par les événements, ce qui se passe, ce qu'on dit de moi, ce qui m'arrive, ce que je ressens, mes émotions. Avant, j'étais complètement engloutie, envahie, happée par mes émotions, mon ressenti, le jugement qu'on pouvait avoir sur moi, ce que je faisais, si je réussissais, si j'échouais, enfin, tu vois, des critères complètement limitants. Et donc, à partir de là, c'est la conscience en fait qui élargit ma vision à la fois de moi et du monde, des autres, et ça change forcément ma façon de vivre, ça change mes aspirations, ça change ce que je fais, ça change l'énergie que j'émane et ce que je peux partager avec les autres. Donc l'éveil, c'est pas quelque chose, pour moi, ça n'a pas été quelque chose de soudain. Il y a des gens pour qui c'est quelque chose de radical et ils ressentent cette totalité en fait. Ils se sentent, il n'y a plus de séparation entre moi, le monde, les autres. C'est un tout. Et pour moi, ça a été quelque chose de très progressif et je suis toujours dans ce chemin-là. Mais je dirais que ça a tout changé parce que j'ai pu changer de vie, c'est-à-dire faire ce qui me fait vibrer, ce qui me correspond et ce qui me nourrit. Voilà. Et c'est aussi me respecter, être à l'écoute de moi, me laisser guider par ma guidance intérieure, par mon intuition qu'on a tous. Hein. Mais avant, je l'aurais jamais fait. C'est-à-dire qu'avant, quand je travaillais en tant que salariée, j'avais énormément d'intuition, mais je ne l'écoutais pas du tout et j'en étais même pas consciente. Alors que maintenant, je sais comment mon intuition communique avec moi, quel canot elle prend au travers de mon corps, comment ça se passe. Donc forcément, je peux me laisser guider. Et tout ça, ça amène une paix intérieure. Enfin, la paix intérieure, elle est déjà là, mais ça lui permet de prendre plus d'espace. Donc, tu vois, quelque chose de plus tranquille, calme, joyeux. Et confiance en moi, confiance en la vie. Enfin, voilà. Oui. Donc, tout ça, c'est moi ce que j'ai commencé à vivre à partir de 1997. Mais en fait, c'est ce qui concerne tout le monde parce que la Terre, elle est en train d'évoluer. Et c'est de ce dont je parle dans la première partie du livre Éveil et Ascension, c'est que pour la première, enfin, depuis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de vivre ça au niveau de l'humanité, c'est que à la fois tout s'accélère, la fréquence vibratoire de la Terre, le magnétisme de la Terre, si tu veux, il vibre plus vite.
Donc, tout s'accélère et tout s'allège. Et si à l'intérieur de moi, j'ai des choses qui me plombent, comme des jugements sur moi ou des émotions que j'ai refoulées, et ben, tout ce qui me plombe et m'empêche de m'élever en même temps que la vibration de la Terre elle-même, ça me saute à la figure. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai des problèmes, je suis plus bien dans mon travail, je suis plus bien dans mon couple, ou bien je vais avoir un problème de santé, ou bien voilà, j'ai des obstacles dans ma vie, qui viennent me dire, regarde ce que tu trimbales comme poids, comment tu les nourris, comment tu les cultives, et ce que tu peux faire pour lâcher tout ça et évoluer en fait avec la Terre. Donc ça, c'est ça aussi l'éveil, parce que si tu veux, ça amène tout le monde à prendre conscience de qui il est vraiment, de sa vraie nature, et à s'aligner avec ce qui lui correspond vraiment à un moment T, parce que ce qui me correspond aujourd'hui, ce ne sera pas ce qui me correspond demain. Tu vois, j'évolue tout le temps en fait. Oui, oui. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc ça, c'est possible grâce à la conjoncture énergétique actuelle de la Terre. Et cette conjoncture, elle est influencée par les autres planètes, parce que dans la Voie lactée, il y a 12 principales planètes. Et toutes ces planètes, elles interagissent entre elles. Et tu sais qu'on dit que la Lune, par exemple, il y a plus de naissances pendant la Lune, ou que la Lune, elle gouverne le mouvement des marées. Donc, tout le monde sait que les planètes ont une influence, pas que la Lune. Et donc, cette conjoncture astrale pour tout le monde, enfin, je veux dire, elle concerne tout le monde, elle concerne la Terre, et ça influence chaque être humain. Donc, on est tous poussés vers l'éveil. On n'est pas obligé de dire oui, hein, mais on est tous poussés à s'ouvrir, à apprendre à se connaître, à se réajuster, à faire tout ce cheminement intérieur, en fait. Et alors, en même temps que cette conjoncture qui concerne la Terre et ses habitants, il y a une autre conjoncture qui est exceptionnelle, qu'on peut nommer l'ascension. Et ça arrive très rarement. C'est déjà arrivé, mais il y a des centaines, voire des milliers d'années. Ouais. Et c'est ce passage, en fait, si tu veux, à alors on parle de nouvelle humanité, nouvel humain, on change de dimension, en fait. Mais ça ne veut pas dire que tout se transforme, que la Terre va recevoir un astéroïde. Enfin, il y a eu plein de prédictions, de prophéties qui ont été mal interprétées par les humains. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2012, on attendait la fin du monde et tout ça, parce que les Mayas disaient que c'était la fin d'un monde, effectivement, mais la naissance d'un nouveau. Et en fait, c'était seulement la mise en bouche. Et après, de 2012 à 2019, on a eu l'entrée. Et là, maintenant, on est dans le plat de résistance. Avec le Covid, en fait, si tu veux, on est tous... on ne peut plus se voiler la face, parce qu'on est tous concernés, tout le monde s'est remis en question, même des gens qui n'avaient jamais voulu changer quoi que ce soit dans leur vie, par la force des choses, par cette pandémie, en fait, il y a plein de gens qui ont évolué vers le mieux, il y a plein de couples qui ont explosé, il y a des sociétés qui ont disparu, il y a plein de choses qui se sont réajustées d'elles-mêmes, mais ça se fait parfois avec des tensions et de la douleur, c'est pas facile. Non, mais donc, voilà, au niveau, si tu veux, astrologique collectif, on a changé d'air, on est passé de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, et en même temps, on a ce changement de dimension qu'on peut nommer ascension, et ces deux choses-là, elles ont lieu au même moment. Et en fait, c'est juste énorme, et c'est pour ça qu'on pourrait dire, moi, si j'appelais mes grands-parents qui sont décédés et je leur disais, voilà ce qu'on vit aujourd'hui, ils me diraient, mais c'est pas possible, vous vivez 10 vies en une, parce que eux, c'était calme et tranquille leur vie, même s'ils ont vécu les 2 guerres mondiales. Nous, si tu veux, notre évolution maintenant, elle est vraiment accélérée. Et on a tous l'opportunité de s'alléger et de changer de fréquence, changer de dimension. Oui, en fait, tu es en train de dire que ce nettoyage, c'est quand même une aspiration collective, on est tous poussés, et que de toute façon, ça va se faire quelque part naturellement, en fait. Rien à faire. Il y a plein de gens qui ne vont pas vouloir changer et qui ne pourront pas non plus forcément se remettre en question parce qu'il y en a qui sont très âgés et que voilà, ils n'ont pas envie ou par choix, ou ils choisissent juste de vivre leur vie telle qu'elle est, et tant mieux. C'est dans cette sagesse-là, ils sont en train d'ascensionner aussi. Mais il y a plein de gens qui vont résister et qui ne vont pas vouloir changer quoi que ce soit parce que la peur domine, etc.
Et c'est OK, il ne va rien leur arriver, ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas changer de planète, ils ne vont pas être punis. C'est simplement qu'il y aura un décalage, si tu veux, il y aura 2 niveaux de conscience qui cohabiteront. Et de toute façon, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que on est tous des êtres multidimensionnels. Ça veut dire, par exemple, que quand je médite, quand je fais un temps calme ou que je me pose dans le silence, je passe d'une dimension à l'autre. Je vais en profondeur à l'intérieur de moi, je capte des choses que je ne capte pas forcément quand je suis dans l'action, en train de travailler ou de passer l'aspirateur ou de faire autre, enfin, tu vois. Et donc, on a tous cette faculté de voyager dans les dimensions à l'intérieur de nous. Mais là, ça veut dire que les gens qui choisissent de ne pas faire ce bond évolutif, eh ben, ils vont rester dans la vie qu'ils connaissent. Et il y aura parallèlement d'autres gens qui vont évoluer dans un autre niveau de conscience, une fréquence, une conscience plus légère, et qui vont se stabiliser là-dedans. Et en fait, c'est déjà comme ça. C'est-à-dire que comme je te disais, ça a commencé même, je dirais moi, dans les années 80-90, cette évolution. Le passage, c'est 2012, mais il y a plein de gens qui sont déjà dans cette fréquence beaucoup plus élevée et qui vivent avec nous, qu'on croit. Ça peut être la boulangère, le plombier ou tout le monde, enfin je veux dire, tout le monde. Et ça ne se voit pas forcément. Par contre, tu peux ressentir que c'est des gens qui émanent une vibration différente, que tu peux sentir qu'ils sont apaisants ou qu'il y a quelque chose de juste, de tranquille. Voilà. Et puis, dans la façon de faire, de vivre, c'est plus simple et c'est plus fluide, comme tu disais tout à l'heure aussi. Oui. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, ta vision par rapport à ce que tu appelles les pouvoirs souverains? C'est quoi, en fait, être souverain? Et quels sont ces pouvoirs? Donc après, nous allons voir les différentes clés que tu proposes. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Alors, la souveraineté, c'est pas un concept, c'est ce que chacun, si tu veux, tant qu'on est identifié à la personne que l'on est, à notre caractère, notre personnalité, on est réduit à un être humain qui a un jour de naissance et un jour de mort, et qui n'est que matière, en fait, qui est quelque chose d'éphémère. Mais derrière ça, ce qui sous-tend la personnalité, comme je le disais au début, c'est l'être, notre vraie nature, c'est notre essence, c'est notre soi supérieur, c'est le divin en soi, c'est... il y en a qui appellent ça présence je suis. C'est la part de nous qui est subtile et invisible, mais qui est là quand même et qui ne peut pas ne pas être là. C'est-à-dire que ton corps, il peut mourir, ta personnalité, elle va changer, elle va mourir aussi, mais ton esprit et ton essence restent. Et c'est grâce à ton esprit et ton essence qu'après, tu peux éventuellement choisir un autre avatar et revenir. Donc, cette essence, c'est une parcelle de ce que certains nomment Dieu, ou moi j'appelle ça la vie avec un V majuscule parce que Dieu est trop connoté par les religions. Donc la vie avec un V majuscule, tu en es une part, j'en suis une part, ceux qui nous écoutent en sont aussi une parcelle. Et la vie, elle est souveraine, elle est indestructible. On voit bien que même au travers des âges, des temps, des civilisations, la vie, elle continue. Elle évolue, elle mute, elle se transforme, mais elle est toujours en évolution. Et le principe de la vie, c'est de se démultiplier, c'est de prospérer, je cherche le bon mot, de se multiplier, tu vois, de se reproduire. Ça se fait naturellement. Et on le voit dans les différentes autres espèces qui existent. C'est comme ça que ça se passe. Tu regardes la forêt, ça peut devenir la jungle parce que tout se multiplie, tout se reproduit et se redéfinit à l'infini, justement. Donc, nous, on est ça aussi, en essence, et c'est vraiment, c'est ça notre vraie nature, en fait. Et ça, c'est souverain parce que c'est indestructible, c'est imperturbable, on ne peut pas abîmer ça, on ne peut pas l'altérer, même s'il y a des souffrances qui nous font totalement oublier ça de nous, même si on ne le sait pas, même si ce n'est pas véhiculé dans notre éducation, ça existe et ça ne peut pas ne pas exister, tu vois.
S'il n'y a pas ça, je ne suis pas là en train de te parler, je n'existe pas et il n'y a rien du tout. Mais être souverain, en fait, excuse-moi, du coup, être souverain, si j'ai bien compris, c'est vraiment avoir conscience de notre vraie nature, de notre essence pure. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être consciente que j'existe et qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Et c'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est par exemple si on ferme les yeux là et qu'on respire et que je tourne ma conscience vers ma respiration, je vais sentir mon énergie, je vais sentir peu à peu ma présence, ma propre énergie, mon essence. Je vais sentir comme une expansion, c'est-à-dire que ça va prendre de l'espace et je vais en être encore plus consciente avec plus d'acuité. Mais quand je te parle, ma conscience, elle est tournée vers ce que je suis en train de te dire, vers toi, et tu vois. Donc, en fait, c'est simplement une histoire de changer de perspective et de tourner sa conscience vers l'intérieur, vers son ressenti, vers tout ce qui est subtil et invisible. Mon intuition, elle passe par différents canaux, mais je ne peux pas te la décrire. Je peux te dire si je perçois des mots ou si je ressens quelque chose de particulier, mais je ne peux pas te dire ça a cette forme-là, cette couleur-là, cette texture-là. Et pourtant, ça existe. C'est comme le parfum d'une fleur. Je ne peux pas te le décrire. Je peux te décrire l'odeur, mais tu peux pas le voir. Et pourtant, ça existe. Donc nous, c'est pareil. C'est pour ça qu'on parle de l'essence des fleurs, des huiles essentielles. C'est exactement la même chose en fait. Et donc, être souverain, ça demande d'être conscient que je ne suis pas que mon apparence physique et mon corps physique, et que après, je peux découvrir petit à petit ce qui est souverain en moi, parce que mon corps physique et ma personnalité, ils sont limités, puisque c'est une enveloppe que je prends qui a des limites pour que justement on puisse me voir et que je puisse interagir avec les autres. Mais je suis souveraine. Ce qui est souverain en moi, c'est ce qui dure, c'est ce qui n'a pas de début ni de fin. Donc, c'est mon essence. Alors que mon corps physique, il est je vais bien, je vais mal, je nais, je meurs, il fait jour, il fait nuit, j'ai chaud, j'ai froid, tu vois, ça n'arrête pas de changer. C'est des états qui n'arrêtent pas de changer. Alors que ce que je suis en essence, c'est immobile et immuable, indestructible. Donc, pour le mental, c'est difficile à percevoir ça. Parce que le mental, il est totalement identifié à ses pensées et à ses humeurs. Ah, tiens, je me lève dans cette humeur-là, et puis 5 minutes après, je suis de mauvaise humeur, et puis après, j'ai une contrariété, et puis après, tu vois, on finit par croire qu'on n'est que ça. Mais non, en fait, derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus calme, et il y a énormément de gens aujourd'hui qui en font l'expérience parce que tout le monde s'intéresse au yoga, à la méditation, à toutes ces disciplines qui permettent de ressentir ça. Oui, c'est tout à fait. Ça te parle plus oui. de souveraineté. On utilise la souveraineté, par exemple, pour les rois et les reines parce que on considérait avant que c'est des gens qui avaient complètement intégré ça et qui étaient conscients d'être et d'être leur vraie nature, et qui, quand on est conscient, ça émane de toi. Donc, les gens autour te reconnaissent comme ça. Et du coup, ils te qualifient de roi ou de reine, etc. Bon, maintenant, les souverains, entre guillemets, qu'on connaît aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Mais, par exemple, ceux qui ont un peu été voir ce qui s'est passé en Égypte, c'est des gens qui avaient, on disait, ils avaient des pouvoirs et des dons. Mais en fait, tout le monde a des pouvoirs et des dons. Eux, c'est parce qu'ils en étaient conscients. Et du coup, les autres voyaient ça chez eux. Et du coup, on les mettait en haut d'une espèce de pyramide. Mais il n'y avait pas de supériorité ou d'infériorité. C'est des gens qui transmettaient et qui amenaient aussi des choses. Donc voilà, c'est ça la notion souveraineté. D'accord, oui, en fait, c'est ça que tu proposes en fait dans ce livre, c'est permettre aux gens d'y accéder à cette souveraineté, à ce ressenti, à aller connecter ou toucher cette essence qui est en nous. Et donc avant, en fait, donc d'aller voir ces 8 clés qui sont déjà en nous, et ça tu l'expliques bien, tu dis aussi qu'avant tout, il faut aller débloquer en fait toutes les blessures, les émotions qui sont lourdes à gérer, etc. Et donc avant d'aller explorer les différentes clés, les différentes ressources en nous, c'est déjà d'identifier ce qui nous empêche d'y avoir accès. C'est bien ça? Exactement ça. Et en fait, c'est d'arriver à reconnaître tout ce qui nous empêche d'être souverain. Mais
ce qui m'empêche d'être souveraine, par exemple, c'est si je ne sais pas ce que sont les émotions et comment elles fonctionnent. Comme je te disais tout à l'heure, je vais me laisser submerger. Il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, ça me met en colère, et là, je vais partir je vais agresser l'autre, je vais lui répondre, je vais lui parler d'une manière agressive. Et une fois que tu apprends à te connaître et que tu sais que dans ton corps, tu as différents outils et tu as des panneaux indicateurs, tu as des tableaux de bord qui te permettent de te signaler que là, tu es en train de revivre, recontacter ou réactiver une blessure, et bah, du coup, tu redeviens maître de toi, tu redeviens souverain. Et c'est pour ça que j'ai ressorti ce que j'appelle 8 clés d'activation, mais c'est les 8 clés que j'ai pu identifier moi sur mon chemin, et elles ont un caractère universel. C'est pour ça que j'ai choisi ça en second titre. Et ça permet, si tu veux, quand on fait le tour des 8 clés, d'identifier que c'est des choses qu'on a tous. C'est pas quelque chose qu'on a besoin d'acquérir par un savoir ou des études ou je ne sais quoi. C'est déjà en nous. Ça fait partie de nos outils à l'intérieur de nous. C'est le kit avec lequel tu arrives quand tu prends ton corps physique, ton avatar. Ah oui, c'est ça en fait, c'est nos cartes innées. Ouais. Waouh, d'accord. Eh bien, on peut peut-être commencer à les explorer, ces clés. Est-ce que c'est parti? Ouais, donc dans la première partie du livre, je dis tout ça en fait. J'essaie de dire ce que c'est notre vraie nature, avec des exemples concrets, des choses concrètes. Et puis après, c'est un livre avec des questions et des réponses. Et donc, je parle de choses concrètes et pragmatiques auxquelles on est confronté dans notre vie, des choses qui nous plombent justement. Qu'est-ce qui m'empêche d'être souveraine quand je m'emporte, quand je suis en colère, ou quand j'ai peur, ou quand j'ai une vision erronée d'une situation, d'un événement, quand je fais des interprétations de ce que l'autre m'a dit, ou quand je me porte en victime. Enfin, tu vois, il y a vraiment des choses très, très concrètes. Je parle aussi d'énergie, mais bon, c'est dans le deuxième chapitre. Et puis de nos blessures, parce on vit tous des blessures dans notre enfance. Et ces blessures, elles engendrent des émotions qu'on apprend à refouler. Et que c'est ça qui va nous plomber en fait, parce que tout ce qui n'a pas pu être exprimé au niveau émotionnel, ça vient s'entasser énergétiquement à l'intérieur de nous. Ça nous fait somatiser de différentes façons. J'ai mal au ventre, j'ai un poids sur les épaules, j'ai des tensions dans le dos, j'en ai plein le dos. Enfin, tu vois, tous ces petits trucs qui nous gênent au quotidien. Et ça va, si on n'en tient pas compte et qu'on ne s'occupe pas de nos émotions, ça va se densifier jusqu'à la maladie. Donc, tout ça, j'en parle. Et à la fin de cette première partie, il y a le résumé des 8 clés qui permettent de devenir acteur, en fait, qui permettent de savoir quoi faire d'une émotion, quoi faire avec son intuition, quoi faire. Voilà. Donc ça, c'est pour présenter le contexte, comment je suis arrivée à ces 8 clés. Et la première de toutes les clés, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire, voilà, la conscience d'être. Donc ça, j'en ai déjà pas mal parlé dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, parce que c'est à la fois la conscience que je suis un corps physique avec une personnalité, mais que c'est seulement mon avatar. Et que derrière ça, conscience d'être, ça veut dire que c'est conscience d'exister et que j'existe tout le temps. C'est pas quand je fais quelque chose de bien ou quand j'existe pas quand je fais quelque chose de mal. C'est j'existe tout le temps. Et c'est mon regard, ma conscience sur ce que je fais et ce que je vis qui donne un qualificatif, mais ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être consciente de ce que je suis en train de vivre et consciente que j'existe. Et à partir de là, ça me redonne du pouvoir et de la souveraineté parce que du coup, je suis plus victime de la vie, je suis plus victime des autres et je peux utiliser mon libre arbitre en toute conscience, en pleine conscience. Je peux faire des vrais choix et non plus des choix contre ou des choix pour ne pas souffrir, des choix, tu vois. Et ça change tout parce que du coup, dans ta vie, comme je disais tout à l'heure, tout s'aligne. Tout s'aligne, tout correspond, tout s'aligne aussi entre ce à quoi j'aspire, ce que je ressens en termes d'émotions et les actes que je vais pouvoir poser. C'est ça qui donne l'évidence des choses, qui donne la facilité.
Donc, la conscience d'être, c'est vraiment la première chose. Et aussi, quand je suis, utiliser ma conscience délibérément, c'est une forme de concentration. Je parlais tout à l'heure de faire un temps calme ou de rester dans le silence et de me mettre à l'écoute, c'est-à-dire de choisir ce vers quoi je tourne ma conscience. Ben ça, c'est un vrai pouvoir, en fait, qu'on n'utilise pas. Et dans la société dans laquelle on vit, avec toute la technologie que l'on a, on est sans arrêt distrait. On est distrait par, il y a les réseaux sociaux, je vais regarder un film, je vais écouter la radio, je vais regarder la télé, je vais aller me divertir, je vais au cinéma, tu vois, tout ce qui fait beaucoup de bruit en fait, et qui me divertit, qui m'apporte des émotions légères, en fait, ça disperse ma conscience. Alors, ça a des côtés positifs, mais ça m'éclate à l'extérieur de moi, ça me disperse, c'est pour ça que je dis disperser, mais ça me donne aussi une grande agitation à l'intérieur parce que je suis plus consciente d'être. Donc la conscience, on l'a tous et on a tous la possibilité de choisir ce vers quoi on la tourne. Et moi, j'ai découvert en pratiquant le yoga et la méditation que plus je revenais à l'intérieur de moi et que je choisissais de tourner ma conscience à l'intérieur, plus ça me permettait en fait de concentrer toute mon énergie vitale sur un point. Et que c'est ça qui me donne du pouvoir. Parce que, encore une fois, si je choisis de me distraire, eh ben, je vais être explosée en fait. Et je ne vais plus être consciente de ce que je ressens. Je ne vais plus être à l'écoute de mes émotions, de mes sensations. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc ça, on a tous la capacité de le faire, mais comme on est élevé, éduqué et entraîné dans ce quotidien un peu frénétique, et un des premiers trucs pour moi aujourd'hui, c'est mon téléphone portable, parce que je m'en sers toute la journée, que j'ai 15 groupes WhatsApp, que j'ai des SMS, bref, comme tout le monde. Et bien ça me disperse. Et en plus, maintenant, ce que je fais maintenant et que je ne faisais pas avant, c'est que je fais plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que je peux regarder mes messages, écouter un truc, répondre à quelqu'un. On fait tous pareil, je crois, non? Il faut en être conscient, déjà en prendre conscience, parce que moi, si je ne prends pas le temps de faire ce que j'appelle un temps calme, je pète un plomb à la fin de la journée, je ne peux plus, quoi. Je ne peux plus. J'ai la tête comme ça et j'ai qu'une envie, c'est de compenser avec quelque chose qui va me détendre. Alors pour certains, ça va être d'aller faire un jogging, d'autres, ça va aller d'aller danser, d'autres, ça va être de boire de l'alcool, d'autres, ça va être de se droguer, d'autres, ça va être je sais pas, il y en a qui sont dépendants à la sexualité, tu vois, ça leur permet d'avoir une décharge et de se recentrer, enfin, ou pas, ça dépend comment on fait. Tu vois, on a tous des dépendances qui nous permettent de calmer le rythme et revenir à l'intérieur, justement. Mais le problème, c'est quand tu le fais à l'aide d'une substance ou de quelque chose qui vient de l'extérieur, tu n'es pas du tout souverain. Tu es dépendant de ce dont tu as besoin pour te calmer. Alors, c'est OK, hein, moi aussi, j'en ai toujours des dépendances, mais il faut juste le savoir parce que c'est ça qui change tout. Et on parlait d'éveil, et le fait de le savoir, si tu veux, ça fait comme un retournement de la conscience. La conscience, elle passe en observateur et du coup, tu n'es plus sous emprise. Alors, tu n'es pas complètement libre, mais tu n'es plus non plus complètement sous emprise. Et une fois que tu l'as fait une fois, ça évolue. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est ça qui est intéressant dans l'éveil, c'est que quand tu as commencé le chemin et la connaissance de toi, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu en veux toujours plus. C'est vrai. Et donc, tu apprends à te connaître un peu plus. Oui. Quand il t'arrive une tuile ou quand tu as provoqué quelque chose qui est souffrant et douloureux, tu vas aller chercher la cause ou tu vas trouver des ressources en toi pour pouvoir trouver une solution. Mais voilà, moi, je vois ça comme ça. Et d'autres points de vue aussi. Hein. Il y en a, je ne vais pas rentrer dedans, mais moi, c'est ce qui m'a le plus aidé. Voilà, la conscience, parce que c'est un pouvoir et que ça permet de concentrer. Ma conscience, c'est mon pouvoir parce que personne ne peut me l'enlever. Imagine que demain, on me dise « Coralie, tu vas en prison ». Ça, on ne peut pas me l'enlever. Tu vois, c'est souverain, c'est inaliénable, c'est indestructible, je reste consciente. Et il y en a à qui ça a fait beaucoup de bien d'aller en prison. Je pense à Nelson Mandela. Oui, je pensais à lui aussi. Ouais. Donc, tout est OK, en fait. Tout est parfait. Ouais.
Et après, donc, c'est l'amour. L'amour, la deuxième clé, c'est l'amour, parce que c'est aussi un truc, c'est pas le bon mot, mais si tu veux, l'amour, t'as pas besoin de l'apprendre. Tu viens avec parce que c'est ce que tu es en essence. C'est-à-dire que notre état d'être, l'état d'être de notre essence, de notre vraie nature, c'est l'amour. C'est la joie, c'est la sérénité. C'est pas des émotions, c'est un état d'être. C'est quelque chose qui est fixe, qui est immuable. Et ce qui va faire qu'il y a des choses éphémères et qui n'arrêtent pas de changer, c'est d'être identifié à la personnalité et au corps. Et le corps, parce qu'il a des émotions, parce qu'il y a des sens, il y a 5 sens, parce qu'il y a des sensations physiques, corporelles, il va te permettre de ressentir plein d'autres trucs. Tu vois, c'est comme une palette d'un peintre. Si tu n'es pas incarné dans un corps, tu n'as plus d'émotions. L'expérience, elle n'est pas du tout la même. Et donc, c'est très enrichissant d'avoir tout ça. Et en même temps, ça fait beaucoup d'informations à gérer. Et tu t'y perds complètement si tu n'es pas au courant que c'est tes outils, tes clés, ton tableau de bord. Tu te fais bouffer, en fait, par tous ces outils qui sont à l'intérieur de toi. C'est comme l'exemple du téléphone. Si je ne m'en sers pas seulement comme un outil, mon téléphone me bouffe. Tu vois, parce que ça m'envahit. Il y a trop de choses, il y a trop d'informations. J'ai accès à Internet, j'arrête pas de me poser des questions, je vais chercher les réponses. Enfin, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste un outil. Mes émotions, mes pensées, c'est pareil. Donc, je reviens à l'amour. L'amour, on ne l'apprend pas. Les animaux savent aimer, les animaux savent être tendres, les animaux savent prendre soin d'eux-mêmes. Et nous, les êtres humains, on a un peu plus de mal avec ça. J'en profite moi aussi. Parce qu'on est identifié à un corps et aussi parce qu'on vit ces fameuses blessures dans notre enfance qui font que quand tes parents te disent je n'aime pas quand tu fais ça, j'aime pas quand tu te comportes comme ça, j'aime pas quand tu as peur, j'aime pas quand tu es en colère, et toi, tu entends je suis pas OK tel que je suis. Donc, ça te blesse. Et comme tu es enfant et que tu es dépendant de tes parents, de leur amour, de leurs soins, de leur nourriture, tu te conformes et tu t'adaptes. Et du coup, tu fermes ton cœur. C'est-à-dire que tu t'assois sur tes blessures, tu refoules tes émotions et tu deviens ce qu'on attend de toi. Ce que tes parents attendent de toi, ce que la maîtresse à l'école attend de toi, ce que tes amis attendent de toi à l'école. Enfin, avec les amis, il y a autre chose parce que dans amis, il y a amour. Mais après, de ce que ton patron attend de toi, de ce que la société attend de toi, le gouvernement attend de toi, tu deviens ça. Et pourquoi je disais ça? Parce que se reconnecter en fait à l'amour et au cœur, c'est ça? C'est ça, parce que toutes ces blessures qu'on vit, elles ferment notre cœur. Donc, on finit en tant qu'être humain par plus savoir ce que c'est qu'aimer. On est complètement déconnecté. Comme on apprend à ne pas prendre soin de nous et à nous taire et à nous replier sur nous-mêmes pour pouvoir être aimé des autres, mais ça, c'est un leurre. Et en fait, notre cœur se ferme et on n'est plus capable de s'aimer, on n'est plus capable de se reconnaître, on n'est plus capable de prendre soin de soi. Et après, on fait des thérapies pour réapprendre à vivre, en fait, pour réapprendre à être et à être juste en l'amour que l'on est, à pouvoir l'émaner, à pouvoir le partager, à pouvoir l'exprimer pour soi et avec les autres. Donc voilà, l'amour, c'est vraiment une clé. Je l'ai mis en second, mais elle est ex aequo avec la première, avec la conscience. Et ensuite, la troisième clé, c'est l'intuition. Et ça, j'en ai parlé un petit peu aussi, parce qu'on a tous cette guidance intérieure. En fait, notre essence, qui on est vraiment, notre nature, notre je suis, le divin en soi, notre soi supérieur, il communique, il nous guide en permanence. Il est là tout le temps avec nous. C'est pas avec nous, il est ce que je suis. Mais comme là, je parle comme si j'étais pas identifiée à mon corps. Enfin, non, c'est l'inverse. Mais au début, j'en parle à la troisième personne ou comme quelque chose d'extérieur, alors qu'en fait, c'est ce que je suis. Mais voilà, donc c'est tout le temps en moi. Ça communique avec moi en permanence. Ça m'aime sans limite en permanence. Ça m'inspire. Ça me donne de la puissance. Ça me donne de la sécurité. Ça me protège parce que ça m'accompagne et ça me guide tout le temps.
Et la seule chose, c'est que je ne l'écoute pas parce que je suis distraite, parce que je ne sais pas que ça existe, je ne sais pas qui je suis, parce que je ne me fais pas confiance, parce que personne m'a appris à identifier comment j'ai accès à mon intuition. Donc, la guidance intérieure, c'est quelque chose que tout le monde a et qu'on n'a pas besoin d'acheter, qu'on n'a pas besoin d'acquérir. On a simplement besoin de découvrir comment la recevoir. Et quand je fais des temps calmes, je la reçois. Alors que si je suis agitée et que je me pose une question et que je suis dans la crainte, dans la peur, ça parasite l'antenne, la réceptivité. Tu vois, je suis agitée, je suis prise par la peur et du coup, la réponse, elle est là, mais je n'entends pas. La solution, elle existe, mais je n'ai pas accès, je ne la vois pas. Donc, l'intuition, c'est comme la conscience et c'est comme l'amour, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'acquérir, qui est souverain et à laquelle on a simplement besoin de s'ouvrir, de découvrir que ça existe et de s'ouvrir, c'est tout. Et en fait, tu as parlé aussi de... Est-ce que dans le livre, du coup, tu détailles un petit peu des pratiques pour justement développer son intuition avec les différents canaux que nous avons à disposition? Oui, alors dans le livre, il fait déjà à peu près 300 pages, mais j'ai mis des liens vers des vidéos que j'ai déjà fait sur YouTube et il y en a une sur comment détecter, parce qu'on a tous des canaux différents. Par exemple, moi j'ai souvent des flashs. Je perçois les choses comme si je les avais par le sens de la vue, mais c'est pas une vraie image, c'est un flash dans ma tête. Tu sais, comme par exemple, tu dis, tu vas à un endroit et tu dis, ah ben j'ai l'impression d'avoir déjà été là. Mais c'est une représentation qui vient sur l'écran de ta conscience intérieure. Mais c'est pas tangible, c'est pas une image, pas une photo. Donc, tu as le canal visuel, tu as le canal auditif, tu as le canal sensoriel kinesthésique, ça vient au travers des sens aussi. Et le problème, c'est que souvent, ça peut se chevaucher. Par exemple, quand je disais tout à l'heure, j'avais de l'information vibratoire qui m'arrivait quand je masse quelqu'un, quand je me mets en lien énergétique avec la personne. Ça veut dire que j'ai des informations qui arrivent et si je veux dire quelque chose à la personne, je suis obligée d'utiliser un mot, je suis obligée d'utiliser le langage. Je peux aussi utiliser la télépathie, mais avec le langage, chacun reconnaît ce qui se passe. Donc, j'utilise encore des mots et donc je peux me dire, ah mais c'est mon mental, puisque c'est des mots, c'est des pensées, tu vois. Mais en fait, c'est simplement parce que mon intuition, je suis obligée de la verbaliser parfois. Pas tout le temps, mais parfois. Tu vois, dans la dimension dans laquelle on arrive, on va moins parler, on va plus être en télépathie. C'est-à-dire qu'on va juste émettre une vibration et l'autre va la percevoir. C'est comme quand j'envoie un SMS avec mon téléphone portable, tu vois. Je l'écris, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une idée et j'appuie sur envoi et toi, tu la reçois. Mais je n'ai pas besoin de te parler. Tu comprends? Et en fait, le téléphone portable, ça a pu être inventé parce que c'est quelqu'un qui a intuitivement capté comment on est fait à l'intérieur. Et ça, c'est le reflet de tous les outils qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on est tous complètement accros, parce qu'on va chercher à l'extérieur des facultés qu'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on n'a pas encore développées. On n'a pas pris conscience que dedans, je peux faire clic-envoi, tu vois, à l'intérieur de ma tête. Ça s'appelle la télépathie. Et donc, ces canaux, voilà, c'est par rapport aux canaux. Et dans le livre, je n'ai pas développé tout ça par écrit. Il y a, à la fin des chapitres, quand je parle de l'intuition, il y a un lien vers la vidéo que j'ai faite sur YouTube là-dessus. Et sur l'intuition, j'ai dû faire une dizaine de petites vidéos de 10 minutes, un quart d'heure. Donc, quand on a marre de lire le livre, tu cliques sur le lien que tu trouves sur la vidéo que tu peux écouter dans les transports en commun ou, enfin, tu vois. D'accord. Et faire un livre interactif. Je mettrai certainement le lien. Et par rapport, donc, du coup, l'intuition et la clé là, qui suit, qui est la numéro 4, qui est le... Vas-y, je te laisse la dire. Et puis comme ça, parce que je trouve que c'est lié, en fait. Oui, alors, tout à fait, parce que notre intuition, elle passe par notre ressenti. Notre ressenti. C'est la clé numéro 4, voilà. Oui. Okay. Notre ressenti,
en fait, avec ces blessures qu'on vit dans notre enfance, on apprend à refouler nos émotions et on apprend à se couper notre ressenti. C'est-à-dire que moi, j'avais 25 ans, je ressentais plus rien. Je ressentais plus. J'étais incapable de dire ce que je ressentais à un moment T. J'étais obligée d'aller à des cours pour apprendre ça en yoga et en méditation et revenir dans mon corps. J'étais complètement à côté. J'étais dans mon activité professionnelle, dans mes relations avec mes amis. Enfin, tu vois, j'étais projetée tout le temps à l'extérieur de moi. Je vivais à la périphérie de moi, en fait. Et je suis revenue au ressenti grâce au massage aussi, parce que je me suis fait masser. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais des sensations et que ces sensations physiques, quand je te dis, je sens que ça me brûle dans le genou ou j'en ai plein le dos, et ben, mon corps, il est en train de me dire quelque chose. Il me dit, ce que tu es en train de faire là, ça ne doit pas te correspondre parce que tu en as plein le dos. Ou alors, tu as été trop loin. Ou alors, tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas. Ou bien tu as une inflammation dans le genou, bah, tu es en colère. C'est sur une articulation, bah, c'est peut-être au niveau de tes relations avec les autres. Bah, tu vois, il y a plein de messages qui nous sont donnés à chaque instant par notre ressenti. Et il y a le ressenti intuitif. Par exemple, hier, j'ai quelqu'un qui est venu visiter mon appartement parce que je vais déménager. La personne me dit ça fait 2 mois que je visite et là, chez vous, je sens qu'il y a une bonne énergie. Donc, tu vois, le type, je ne le connais pas. Tout le monde a un ressenti. Ce n'est pas moi qui ai des facultés, je ne sais pas, médium, je ne sais quoi. Non, c'est tout le monde a du ressenti. Et ce monsieur, il me l'a exprimé comme ça. Donc, moi, j'arrive dans un lieu où je rencontre quelqu'un, j'ai un ressenti tout de suite intérieur. Sur mon écran de ma conscience intérieure, j'ai un ressenti qui se traduit dans chacune des cellules de mon corps. Ça résonne, ça se reflète. Tu vois, ça résonne R-E-S-O-N-N-E. Et donc, on n'utilise pas cet outil-là et c'est très dommage parce que lui, il ne te trompe pas. Ton mental, il va te tromper parce qu'il va t'interpréter en fonction de tes goûts, j'aime, j'aime pas, en fonction de tes expériences passées. Tu vois, tu es influencé par « Ah, bah, j'ai pas eu une bonne expérience, donc j'aime pas, donc non, non, j'y vais pas. » Non, ton corps, il est juste… Ton corps, c'est ta boussole, c'est ton baromètre, c'est… tu arrives à un endroit où tu arrives avec quelqu'un, tu te branches sur ton ressenti, tu es sûr que tu vas savoir ce que tu as à faire. Et donc, les émotions, c'est pareil. On ne peut pas tricher avec les émotions. Donc, si par exemple, je parle en public et que j'ai les joues rouges ou j'ai les mains moites, c'est en train de me dire que, je ne sais pas, j'éprouve de la honte ou que je culpabilise de quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en moi. Donc, c'est quoi ce truc-là? Et à quoi ça me renvoie? Et il y a une blessure derrière. Mais avant d'en arriver là, déjà, juste, qu'est-ce que je ressens maintenant au niveau émotionnel? Ah, j'ai peur, ok. C'est où dans mon corps? Ok. Il y a aussi donc une sensation physique. Enfin, tu vois, c'est simplement de prendre conscience de ça. Et ça, tout le monde est capable de le faire. C'est juste de, encore une fois, tourner sa conscience vers, te mettre à l'écoute de ton ressenti et de tes émotions. Et là, tu sais exactement ce que tu as à faire. Et tu peux te détendre. Et du coup, tu te fais confiance. Quand je dis tu te fais confiance, c'est que tu commences à faire confiance à ton essence, à ta vraie nature. Parce que tu as compris qu'elle était là pour te guider. Ton intuition te guide, ton ressenti passe par ton intuition aussi passe par ton ressenti. Elle te guide, tes émotions te guident. Tu as tous ces panneaux indicateurs à l'intérieur de toi. Donc, il te suffit de les découvrir et d'apprendre à t'en servir. Mais c'est très simple. Parce qu'en fait, on a tous le mode d'emploi. C'est juste qu'on ne l'a jamais ouvert, quoi. On ne nous l'a pas dit, voilà. On a oublié de nous donner en arrivant. Maintenant, on commence à l'apprendre. Hein. Les enfants, j'ai une petite nièce qui a 2 ans qui est à la crèche, on lui parle de ses émotions. Et puis, elle a 2 ans, mais si elle n'est pas d'accord, elle te dit « moi, pas d'accord ». Donc, je me dis, waouh, il y a déjà, tu vois, ça, je reviens à la notion d'éveil collectif, c'est que toutes les assistantes maternelles qui travaillent dans les crèches, j'imagine qu'elles n'ont pas toutes fait des thérapies, mais voilà, elles ont approfondi elles ont peut-être fait des études pour pouvoir être en relation avec les enfants et aider les enfants à s'épanouir. Donc, ils ont appris ces notions-là. Donc, quand je te disais, tout le monde est capable et il y a des gens qui fonctionnent très bien sans avoir fait de thérapie, c'est la boulangère, mais c'est aussi l'assistante maternelle, tu vois. C'est pas des compétences intellectuelles.
On est vraiment dans l'intérieur et l'assistante maternelle, elle apprend à développer l'amour, quoi, tout simplement, et à libérer les enfants. Donc, c'est très réjouissant et c'est collectif parce que, comme je viens de prendre cet exemple, ça montre que c'est partout dans toutes les strates, même si ce n'est pas encore très visible. Dans les entreprises, maintenant, il y a des chief officers, happiness chief officer, tu sais, le responsable du bonheur de l'entreprise ou du bien-être dans l'entreprise. Donc, d'accord. En fait, c'est déjà là, c'est déjà partout. Oui. Pas dans les sociétés, mais je veux dire que ça se développe et que ça s'installe progressivement. Oui. Les nouveaux arrivants ont leur mode d'emploi maintenant qui va leur être donné rapidement. Ouais. Mais moi, ma petite nièce, elle n'aura pas du tout la même vie, hein, c'est certain, parce que déjà, quand tu as 2 ans, tu sais que ce que tu ressens, c'est de la colère, parce qu'ils leur apprennent à nommer leurs émotions. Tu as peur, tu es en colère, tu es triste, c'est quoi? C'est les deux en même temps, tu as peur et tu es triste, tu es en colère et tu es triste, ou, tu vois, donc ils savent déjà. Et ils ont une boîte à émotions. Et donc, l'autre jour, il y avait un petit enfant, un autre petit garçon dans le parc, il va sur le jouet qu'elle voulait, il va sur l'attraction, c'était un espèce de tourniquet, et elle était en train de poser le pied dessus. Et l'autre petit garçon, il arrive et il lui pique le truc. Et c'est là où je l'ai entendu dire « Non, non, moi, pas d'accord ». Et donc, elle ne se laisse pas marcher dessus. Mais moi, au même âge, j'aurais reculé et j'aurais été pleurer dans les jupes de ma mère ou je me serais mise en colère, j'aurais été boudée, enfin, tu vois, parce que je n'avais pas le mode d'emploi. Et elle, 2 ans, autonomie émotionnelle. J'exagère, mais t'imagines l'émotion que ça leur donne, c'est génial. Oui. Ils ont déjà beaucoup de clés, sinon c'est chouette. Et ouais, c'est le monde de demain, tant mieux, tant mieux. Et donc, alors ensuite, donc la 5e clé qui est... La 5e clé, c'est les pensées. Voilà. Et en fait, j'ai envie de dire que la 4, la 5, le ressenti, les pensées et les émotions, c'est une catégorie qui s'appelle tableau de bord. C'est-à-dire que si tu te mets à écouter ça à l'intérieur de toi, tu vas savoir ce que tu as besoin. Tu vas pouvoir répondre par toi-même à ton besoin. Complètement. Pardon, vas-y. Si je sens que je suis fatiguée, je le ressens, je vais dormir. Si je ressens que j'ai faim, je vais manger. Si je ressens que j'ai froid, je vais mettre un pull, tu vois. Mais si je ne suis pas du tout à l'écoute de mon ressenti, je vais sortir dehors en plein hiver et je ne vais même pas me rendre compte que j'ai froid. C'est clair. Je prends un exemple extrême, évidemment. Mais voilà, donc le ressenti, la pensée et les émotions, c'est des tableaux de bord. Et tu demander quoi? Oui, par rapport aux pensées, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu les as, alors effectivement, ce sont comme tu dis, c'est un tableau de bord, et tu as écrit, où j'ai entendu ce que tu as dit, un outil de manifestation de notre soi supérieur. C'est-à-dire que c'est aussi une façon où ils ont de communiquer, par exemple, avec nous, ou notre être divin, ou notre soi supérieur, de communiquer par la pensée. Et c'est là où on a un libre arbitre de dire, bon, écoute, non, je n'accepte pas cela, ou je prends une autre direction. Donc, elle a aussi ce potentiel-là, la pensée. Oui, c'est-à-dire que la pensée... comme je te le disais tout à l'heure, quand je reçois une information au niveau fréquence, je suis obligée de la traduire par des mots et ça passe aussi, ça s'associe à mes pensées. C'est là où je peux faire des projections et qu'il y a un écueil parce que je vais projeter avec mes blessures, mes expériences, etc. Mais ça passe par la pensée et si je sais bien distinguer les choses, c'est-à-dire bien reconnaître qu'est-ce qui appartient à mon intuition. On dit comment reconnaître la voix du cœur, la voix de mon intuition, de celle du mental. C'est-à-dire le mental, le petit vélo, quoi. Eh bien, en fait, dans le mental, il y a plusieurs fréquences aussi. Il y a le mental qui te fait vibrer bas, c'est-à-dire ça va être des pensées de l'ordre « je suis en train de ressasser, de me faire des idées noires et tout ça ». Et puis, il y a le mental supérieur, on peut dire, enfin, il faut le décrire d'une manière, qui te permet d'être juste un support, si tu veux, comme mon téléphone portable me permet de t'appeler au téléphone. Mais ce n'est pas mon téléphone qui gouverne. Mon téléphone, c'est juste un outil. Donc, tu vois, la pensée, ça peut être juste l'outil
de réception de la fréquence intuition qui est en train de me dire mon soi supérieur. Alors que si je tombe dans je suis en train de ressasser, il m'a dit ça, mais alors ça veut dire que, et puis il m'aime pas, ou que là, je suis dans la partie basse de mon mental. Mais là, je peux m'en servir comme un signal d'alarme, comme un panneau indicateur. Tu es en train de ressasser là. Donc, plus tu ressasses, plus ça va t'amener de questions et d'idées noires, et plus tu vas baisser en fréquence, plus tu vas être plombé, plus tu vas être mal, et moins tu vas pouvoir en sortir. C'est une spirale vers le bas, en fait. Alors que si je vois que je suis en train de ressasser et que je me dis, tiens, mes pensées, là, elles sont lourdes, et ben, je peux dire, ok, j'arrête, j'utilise mon libre arbitre, j'arrête, et je vais faire quelque chose qui me nourrit de l'intérieur et qui va me ramener à des pensées légères, à des émotions légères, qui va me redonner de l'élan, qui va me redonner de l'énergie vitale, en fait. Tu vois, j'enlève mais encore faut-il être à l'écoute des panneaux indicateurs qu'on a dans notre corps. Alors, pour les pensées, comme pour les émotions d'ailleurs, si je ressasse ou si j'ai une émotion lourde comme la peur, la tristesse ou la colère, c'est que j'ai quelque chose à découvrir derrière. Alors, du coup, on est sur les émotions. On passe à la prochaine clé, c'est juste pour mettre. Elle marche pareil. Elles marchent ensemble. Donc, les émotions, il y a plein de points communs. Voilà. C'est la 6e clé. Ok. Donc, par exemple, je suis en colère. Je donnais l'exemple de ma petite nièce qui était en colère parce qu'elle se faisait piquer son jouet. En gros, quelqu'un lui passait devant alors qu'elle a montré qu'elle y allait, elle, et qu'elle le voulait. Et moi, dans ma vie, quand quelqu'un marche sur mes plates-bandes et me manipule, par exemple, c'est-à-dire me demande de faire un truc, moi, je ne sais pas dire non, donc je vais le faire. Et puis, si tu veux, ça va se reproduire parce que j'ai jamais appris à dire non et que je suis trop gentille et au bout d'un moment, je vais exploser de colère. C'est-à-dire que comme j'ai accumulé et que je ne sais pas ce que c'est que l'émotion colère et que je suis coupée de mon ressenti, j'accumule et puis tout d'un coup, ça explose. Alors que si quelqu'un me demande quelque chose et que je sais me positionner en disant non ou je n'ai pas envie, il n'y a plus de colère. Alors, ça, en fait, toute la journée, on ressent des émotions. On ressent des émotions légères, on ressent des émotions lourdes. Et on pourrait s'amuser à chaque fois qu'on ressent une émotion de voir à quoi ça me renvoie. Parce que si je te donne cet exemple, c'est que dans ma personnalité, je suis comme ça et que je me suis longtemps fait embarquer dans ce truc-là. Et du coup, j'ai accumulé beaucoup de colère. Mais ça vient des positions que j'ai prises enfant suite à des blessures parce que je ne savais pas comment exprimer ce que je voulais et que je n'avais pas appris à prendre ma place. La colère, elle vient me dire, prends ta place. Dis qu'est-ce que tu ressens. Dis qu'est-ce que tu veux. Parce que si tu ne sais pas le dire, tu auras quelqu'un qui va t'expliquer comment faire. Et ça, c'est quelqu'un qui va te manipuler, qui va te dominer. Tu vois, si je ne sais pas prendre ma place, je vais attirer à moi, dans l'énergie, des gens qui vont le faire à ma place. Et du coup, je vais être tout le temps dans la soumission et je vais être salariée, je vais faire ce qu'on me demande de faire. Tu vois, je vais être toujours dans une position où je ne suis pas souveraine. Oui, c'est ça. En fait, c'est apprendre à identifier ses émotions pour bien les cerner. Mais après, après on en fait quoi, en fait? Parce que je sais qu'il y a un chapitre aussi où il y a la guérison aussi. L'émotion entraîne, en fait, la guérison si on les libère, en fait. Si on libère ces émotions lourdes, c'est ça. Il y a tout un chapitre, le 4e chapitre, qui s'appelle « Émotions et guérison », où je parle des blessures, du lien entre les blessures et les émotions, et comment elles se rejouent dans notre vie adulte. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, je donne un tableau avec les 4 émotions qui posent problème, donc la peur, la tristesse, la colère, et le message qu'elles donnent. Là, je t'ai dit pour la colère, mais par exemple, la peur, c'est que j'ai besoin de sécurité. Il y a une peur réelle ou imaginaire qui fait que j'ai besoin de me protéger. Ma survie peut être en jeu, donc j'ai besoin de me protéger.
Et on vit dans une société qui véhicule la peur. Il n'y a qu'à regarder les informations, il n'y a qu'à écouter ce que les gens... Donc, en fait, c'est comment je peux me donner cette sécurité à moi. De quelle connaissance j'ai besoin, de quelle conscience, en fait. Comment je peux élargir ma conscience pour changer de regard et apaiser ma peur et la faire disparaître même. Ou comment aussi je peux la reconnaître pour l'exprimer. Et à ce moment-là, quand je l'exprime, je sors l'énergie peur, elle sort de moi. Tu vois, elle sort, elle s'évacue. Et donc, elle ne s'accumule pas. Et parce que le problème, c'est quand ça s'accumule. Hein. C'est qu'après, ça fait que tu vis dans l'angoisse, dans la terreur. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont totalement angoissés, qu'ils sont sous médicaments, qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire, etc. Donc, quand tu prends des médicaments, tu anesthésies ton ressenti aussi. Oui. Donc, en fait, toi, ce que tu proposes, et bon, ce qui est connu aussi, mais c'est de traverser l'émotion. D'abord, il faut réussir à l'identifier, à la reconnaître, et donc après, à la traverser. Et donc, par différentes pratiques, chacun va trouver un petit peu ce qui peut lui correspondre pour évacuer cette émotion qui est enquistée dans le corps. Ouais. Moi, ce que je donne dans le livre, c'est les 4 émotions principales, parce qu'après, il y a aussi l'excitation, mais celle-là, c'est une énergie un peu plus légère. Qui mobilise le besoin de créer, de concrétiser, d'exprimer en fait ce que tu ressens et ce que tu vois dans quelque chose que tu vas créer. Oui. Au niveau des 4 émotions, parce que tu en avais dit 3, je crois. Alors, il y a les émotions lourdes, c'est la peur, la tristesse et la colère. Oui. Après, tu as la honte, la culpabilité, la frustration. Il y a plus de 200 émotions, je crois. Mais en fait, c'est des déclinaisons de ces 3-là dans les émotions lourdes. Et la 4e, c'est l'excitation, la joie au sens excitation, euphorie, tu vois. Je veux faire un voyage, ou alors je gagne un voyage. Je suis super excitée, je m'emballe et tout. Ou alors, j'imagine que machin est amoureux de moi et ça y est, je m'emballe. Donc, je pars encore à l'extérieur de moi, dans mon imagination et tout ça. Je ne suis pas centrée. C'est l'émotion qui prend le pouvoir de moi. Alors qu'en fait, quand je suis amoureuse, c'est que j'ai envie de créer quelque chose. J'ai envie de vivre, de partager des choses avec quelqu'un. J'ai envie de fonder une famille. J'ai envie d'avoir des enfants. Enfin, tu vois. Et donc, tu peux ressentir de l'excitation par rapport à plein de choses différentes. Mais c'est une émotion légère, mais elle peut... Enfin, tu n'es pas maître de toi, tu n'es pas souverain. Donc, dans le livre, je donne le mode d'emploi et la pratique aussi. Je fais des ponts avec les blessures, etc. Et après, une fois que tu l'as lu, c'est comme si tu avais semé une graine. Et après, tous les jours, tu vas arroser ta graine, tu vas enlever les mauvaises herbes autour, tu vas la bichonner, tu vas lui parler, etc. Ben voilà. C'est-à-dire que ça se cultive. Tu vas le pratiquer tous les jours, ça. Et plus tu vas le pratiquer, plus ça va s'affiner, plus tu vas retrouver la maîtrise de toi ou trouver la maîtrise de toi parce que en fait, on l'a jamais vraiment eu, quoi. Non, en fait, on n'est pas vraiment libre tant qu'on n'est pas libéré de tout ça, en fait. C'est ça. Mais c'est accessible à tout le monde et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Ce livre, moi, l'idée, c'est que tout le monde devienne son propre thérapeute et son propre maître, en fait. Donc, il y a des choses qui sont universelles, qui marchent pour tout le monde et les êtres humains, on est tous faits de la même façon. Ouais. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Hein. Bon, les émotions, c'est quand même un vaste sujet et ça demanderait encore des heures d'approfondissement. Non, mais en fait, je t'assure que ça se résume à c'est très facile. Mais en fait, c'est comment est-ce que tu les évacues? Moi, c'est ça. Alors, tu me disais tout à l'heure comment tu fais, etc. Comment tu commences par la nommer. Qu'est-ce que je ressens exactement? C'est pour pas se tromper d'émotion, tu vois. Chaque émotion te donne un message précis, te dit, tu as besoin de ça, en fait. Et en faisant ça, ton émotion, elle va disparaître, elle n'aura plus lieu d'être. Cette énergie-là n'aura plus lieu d'être dans ton corps parce que tu auras résolu le problème. Tu te seras donné ce dont tu pensais manquer et du coup, tu ne pourras plus ressentir ça. Donc, c'est nommer l'émotion, accepter de la vivre, c'est-à-dire que ce n'est pas agréable de ressentir la peur. Mais si j'accepte de la ressentir,
j'accepte qu'elle prenne de l'espace en moi. Et du coup, elle est plus compactée, ma peur. Tu vois, elle est plus concentrée. Ah, j'ai mal à la tête, je me prends la tête parce que j'ai peur. Donc, elle est plus concentrée, elle se dissipe, elle se dissout. Donc, j'accepte de la ressentir. Donc, si j'ai mal quelque part, bah, tout d'un coup, je peux ne plus avoir mal parce que j'ai vraiment été à fond là-dedans. J'accepte qu'elle me traverse en faisant ça. Parce qu'on est un canal d'énergie, on est comme une antenne. On reçoit de l'énergie du ciel, on reçoit de l'énergie de la terre. Et donc, l'énergie émotion qui te traverse, si c'est de la peur, et bah, du coup, elle circule avec ton énergie vitale qui n'arrête pas de circuler en toi. Tu vois. Mais si je ne veux pas reconnaître que j'ai peur ou que je ne peux pas reconnaître que j'ai peur parce que je n'ai pas appris ou que je ne veux pas l'exprimer, je ne veux pas par orgueil ou je ne veux pas montrer mes faiblesses, je la garde en moi et je prends une posture ou je joue un rôle, ou tu vois, et bien là, l'émotion, elle reste en moi, alors que je peux aussi la reconnaître et accepter de la vivre. Et dès que j'accepte de la vivre, bah, elle est plus lourde, elle est plus douloureuse. Et du coup, je reçois, comme ça fait plus un blocage, je reçois l'information dont j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Comment je peux remédier à ma peur? Ma peur, elle vient me dire que j'ai besoin de me réconforter, j'ai besoin d'avoir une vision plus large de ce qui se passe, là, de ce qui m'arrive, pour pouvoir y répondre. Donc, comment je vais me protéger? Comment je vais prendre soin de moi? Après, voilà, il faudrait prendre un exemple concret, mais tu vois, c'est ça. Pour te donner l'idée générale de chaque blessure, la colère, elle te demande de prendre ta place, de dire ce que tu ressens, de dire ce que tu veux, de t'affirmer et de considérer que tu as ta place. Et donc, du coup, c'est naturel de la prendre. Oui, mais je comprends, j'ai compris ce que tu voulais dire. En fait, à partir du moment où tu portes l'attention sur cette émotion qui est là, alors que peut-être tu l'aurais dénigrée, mis de côté, là, tu la regardes, tu te poses avec. Et en gros, il y a peut-être un soulagement qui peut se faire et peut-être laisser aussi de la place à autre chose de te parvenir ou de... C'est ça. Exactement. Du coup, si tu veux, parce que, par exemple, le message de la peur, c'est le besoin de se protéger, de se rassurer, d'obtenir des informations qui vont te permettre de changer de regard sur la situation. Mais dans un cas précis, il y a plein de façons de le faire. Donc, si je me mets à l'écoute, que je nomme l'émotion, j'identifie bien de quoi il s'agit, où est-ce qu'elle est dans mon corps, est-ce qu'elle est à plusieurs endroits, est-ce qu'elle s'est cristallisée, est-ce qu'elle est douloureuse, est-ce que je peux respirer à l'intérieur, là où ça me fait mal, est-ce que je peux respirer dans tout mon corps même? Et bien là, je crée un espace qui me permet de recevoir l'intuition sur mesure. C'est-à-dire que à l'intérieur, ça me dit exactement ce dont j'ai besoin à un moment précis, mais sur mesure. Pas pour toi, pas pour l'autre. C'est vraiment, moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai pour apaiser la peur, pour répondre aux besoins profonds qui est là. Je vais tester, Coralie. C'est difficile pour moi les émotions et du coup, je vais vraiment m'expérimenter. Merci. Ouais. Mais je te dis, c'est vraiment facile en fait, parce qu'on est conçu comme ça. Donc, on n'a pas appris le mode d'emploi, mais il est déjà en nous en fait. C'est juste que quand tu commences à écouter tes émotions, à les nommer, à les ressentir, à respirer à l'intérieur, et bah, du coup, tu vas voir que tu as les informations. Alors, si tu as eu très peur, tu as une énorme crise de larmes, ou tu es très triste, tu as un énorme chagrin, je ne te dis pas que tu vas l'avoir forcément immédiatement la première fois que tu vas le pratiquer. Parce que peut-être que cette tristesse, elle est tellement forte, elle est tellement importante, elle est tellement dense que tu as besoin de la vivre et que ça peut durer plusieurs jours. Mais une fois que le gros de la tempête est passé, là, tu commences à avoir les informations. Mais moi, maintenant, j'arrive à les avoir d'une manière instantanée, quoi, tu vois. Avant, je pouvais pleurer pendant 3 jours, pendant une semaine ou pendant 3 mois, et je pouvais arriver à une dépression, à une déprime, tellement c'était lourd et tellement je ne savais pas le gérer. Alors que maintenant, ça vient beaucoup plus vite. La réponse, elle arrive très vite. Après, c'est comment je le mets en pratique, comment je le fais, comment je réponds à mon besoin.
Et des fois, ça m'arrive de traîner encore là-dessus. Tu vois, je sais ce que j'ai à faire, mais je ne le fais pas. Parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent aussi derrière. Une émotion peut en cacher une autre, ou alors une émotion peut cacher une autre blessure. Donc, ça peut se combiner et du coup, ça me prend plus de temps parce que ça me fait recontacter un truc qui est vraiment bien ancré ou bien douloureux ou dont j'ai très, très peur. Enfin, tu vois. Et là, à ce moment-là, je peux me faire accompagner aussi parce que quand j'ai quelqu'un de neutre, c'est beaucoup plus facile parce que l'autre, il me permet d'avoir ce changement de regard que je n'arrive pas à avoir toute seule. Ou alors, ça peut se faire relativement rapidement, mais je reste plus jamais 6 mois dans le même truc, quoi. Ça va plus vite maintenant. D'accord. Ben voilà pour les émotions. Donc, on va passer à la clé numéro 7, qui Alors, est là. la clé numéro 7, la créativité, c'est la réponse à l'émotion joie, excitation, euphorie dont j'ai parlé, la 4e émotion. Et en fait, notre créativité, on l'a tous, c'est souverain, c'est pas quelque chose que l'on acquiert, on l'a tous parce que la part divine en moi, mon soi, me donne une vision du monde qui m'est propre. C'est-à-dire que ma vision, elle est unique. Et c'est ça que je peux partager avec les autres. Je vais te donner un exemple. Moi, j'adore faire des gâteaux, de la cuisine. Et ben, je peux avoir du poulet, des légumes ou plusieurs ingrédients. Je vais te les donner. Chacune, on va faire une recette différente. C'est ça. Et la créativité, donc ça marche avec tout, avec la peinture, mais si j'ai un projet d'entreprise, si j'ai envie de faire de la photographie, quand je danse, je ne vais pas danser de la même manière que toi, tout ce que je peux partager, quand j'écris, ce que j'écris dans mon livre, il y a des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui écrivent sur cette terre, et parfois on dit les mêmes choses, mais pas de la même manière. Et moi, la façon dont je l'ai dit, dont je le dis dans ce livre, ça va parler à toute une catégorie de gens qui ont des similarités avec moi, qui ont la même sensibilité ou qui ont des points communs avec moi. Donc, tu vois, chaque chose a son utilité. C'est pas grave que tu aies des centaines de gens qui disent la même chose parce qu'ils ne le disent pas pareil. Et la créativité, c'est exprimer ma singularité, mon point de vue, ma conscience des choses, mon ressenti des choses. Le type qui est chef pâtissier, il ne va pas forcément t'écrire un livre ou t'expliquer ce que je suis en train de te dire, tu vois, comment ça fonctionne. Il va te dire, voilà, j'ai du chocolat, j'ai de la farine, je fais ci, je fais ça. Il va être dans le concret de la matière et des ingrédients. Mais si tu sais comment ça fonctionne et que tu sais que tu as de la créativité et que tu as des choses à partager, bah déjà, tu t'autorises à le faire. Et tu vas te faire confiance. Tu ne vas pas te dire, bah, ma recette, elle va être dégueulasse ou ce que je fais, c'est de la merde, je danse mal ou non. Tu vas le faire et du coup, ce sera beau. Ce sera bien. Ce sera juste, ça va plaire aux autres. Voilà. J'aime bien quand on parle, tu sais, comme si nous étions tous des instruments de musique et que chacun joue sa propre note. C'est vraiment ça. Notre corps, c'est l'instrument de musique. L'énergie qui passe au travers et qui vient au travers de la façon dont on sert de l'instrument, qui va créer des notes. C'est subtil. Tu vois, la musique aussi, on ne peut pas la voir, on peut seulement l'entendre, mais ça va être difficile de la décrire aussi avec des mots. Et ben, ça fait partie des choses subtiles et ça fait partie de notre créativité. Une personne qui a 10 personnes qui ont une guitare et qui ont la même mélodie à jouer, ils ne vont pas la jouer de la même manière. Ouais, c'est ça qui est beau. Hein. Ouais. Ça, d'ailleurs, dans le livre, tu vois, j'ai mis cet exemple-là. J'ai mis un lien sur 2 chansons. Une qui est chantée par Elton John et l'autre qui est chantée par... c'est la même chanson. Et ben, dans l'interprétation, tu as 2 fréquences totalement différentes. Tu as une interprétation qui est extrêmement joyeuse, extrêmement légère, et l'autre qui est lourde, où tu sens la tristesse, que le mec il est au bout de sa vie.
Et ben, j'ai mis les liens pour que les gens ils puissent tout de suite s'en rendre compte. Ils vont cliquer, ils vont arriver sur YouTube, ils vont entendre Elton John qui chante le truc. Je sais plus, je crois que c'est Your Song, la chanson. Et il y en a une qui est interprétée presque rock'n'roll et l'autre qui est interprétée avec un piano hyper en solo. Enfin, tu vois, donc ça donne pas du tout la même chose. Cette créativité nous donne accès donc à notre essence en fait, et donc à notre pouvoir souverain. C'est l'expression de qui je suis vraiment. Ma créativité, c'est toujours ça. Et tu peux aller à l'école apprendre des techniques, mais au final, ce que tu vas faire toi, ce sera l'expression de qui tu es vraiment. Donc, tu n'as pas forcément besoin de faire des thérapies. Si tu es artiste et que tu oses faire, que tu te fais confiance, que tu t'autorises à créer, et ben, tu découvres ta vraie nature aussi de cette manière-là. Et bien voilà, alors on va venir à la dernière clé qui, elle est aussi très intéressante. Là, tu vas nous en dire plus parce que c'est la clé numéro 8. Ouais. La reliance aux êtres de lumière et aux flammes sacrées. Waouh. En fait, c'est un peu impressionnant, mais qu'est-ce que sont les êtres de lumière? C'est des êtres comme nous exactement, qui sont dans une dimension plus élevée. Et donc, la plupart de ceux dont je parle dans le livre ont eu des incarnations dans un corps physique avec leur personnalité, leur chemin de vie, leur expérience. Mais comme ils ont réalisé qui ils étaient, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé la pleine conscience de leur vraie nature, on appelle ça la réalisation ou l'illumination. Après, tu n'as plus besoin de vivre l'expérience terrestre et tu peux aller faire des expériences dans d'autres plans d'existence qui ne sont pas visibles. Et donc, ces êtres de lumière, pourquoi on dit lumière? Parce qu'ils ont une fréquence très légère et très lumineuse. Et on peut se les représenter par exemple, je parle de Jésus concrètement, de Marie. On a une image d'eux parce qu'ils ont existé sur Terre, donc on peut se les représenter comme ça, mais on peut aussi les capter au niveau de leur essence, de leur énergie. Tu vois, moi, quand je me branche sur Marie, je ressens énormément de douceur, je ressens quelque chose de très maternel, de très enveloppant, un amour qui est infini, qui est vraiment illimité, inconditionnel. Avec Jésus, je ressens d'autres choses. Et voilà, être de lumière, ça veut dire qu'ils continuent à exister en tant qu'esprit. Ils peuvent prendre un aspect physique, corporel, sans avoir de corps matière. C'est comme dans la campagne, je ne sais pas si tu as vu la campagne électorale en France, là, il y a Mélenchon, c'est le spécialiste des hologrammes. Et ben, ça, c'est la meilleure représentation qu'on puisse avoir d'un corps de lumière. C'est une projection de lumière. Donc, ces êtres qui ne sont plus incarnés, ils peuvent quand même changer de fréquence et de dimension pour se projeter et avoir une apparence, même si c'est une apparence lumière comme un hologramme. Et donc, tu vois, le mec qui a inventé la technologie de l'hologramme, c'est quelqu'un qui perçoit, peut-être pas consciemment, qu'il y a d'autres dimensions avec, on peut exister dans un état lumière, dans un état plus léger que celui qu'on connaît maintenant. Je ferme la parenthèse. Les êtres de lumière, comme ils sont dans une dimension plus haute, plus légère, plus vibrante, où ils ont retrouvé l'état d'être d'amour, de joie, de sérénité, en fait, quand on se connecte sur eux, avec eux, ils nous transmettent ça. Ils nous transmettent cette qualité d'énergie, cette qualité d'état d'être, en fait, cette fréquence vibratoire. Et qu'est-ce que ça fait quand je vais invoquer Marie ou Jésus ou Maître Saint-Germain, etc., etc. Ça fait que je vais faire résonner en moi cette vibration-là que j'ai aussi, puisque je suis la même chose qu'eux. C'est-à-dire que on parle de tout, d'univers, etc. Il n'y a plus de séparation. Quand tu n'es plus dans ton corps physique, il n'y a pas de séparation. Donc, je le fais, je les invoque, parce que rien quand je dis leur nom ou que je me branche sur eux, je rehausse mon énergie, tu vois, je monte moi-même en vibration parce que je me reconnecte à cette énergie-là en moi.
Et du coup, pourquoi ça fait des milliers d'années, plus de 2500 ans, qu'il y a des gens qui prient Jésus, qui prient Marie, qui prient d'autres, Bouddha, Moïse, machin? Parce que on a tous cette intuition que quand on les prie et quand on remet nos problèmes, nos souffrances, etc., entre leurs mains, c'est comme si c'était allégé, c'est pris en charge, tu vois. Et là, il peut se passer quelque chose, une solution. Alors après, il y en a qui vont appeler ça miracle, mais voilà, je sors de ma personnalité limitée et de mes œillères et je remets ça à la partie de moi qui est capable de prendre ça en charge parce qu'elle n'est pas conditionnée, elle n'est pas limitée, elle est libre et elle est toute puissante. Elle est omnipotente, omnisciente et omniprésente. Donc, si tu veux, c'est simplement, ils sont comme des marches pour monter un escalier. Ça va m'aider à monter, à élever ma fréquence vibratoire. Et aussi, ça va m'inspirer parce qu'ils ont chacun des qualités particulières. Marie, elle est très reliée justement à la Terre en tant que mère, la Terre qui nous nourrit, tu vois, la planète. Et c'est vraiment une source d'amour inconditionnel. Donc, ça va réveiller cette faculté, enfin, c'est pas une faculté, c'est ce truc qui est en moi, dans mon essence. Et après, Après, mais il y a pas que, il y a aussi tu disais des maîtres ascensionnés, il y a des anges, des archanges, ça peut être aussi des défunts qui nous accompagnent. Oui, alors il y a des distinctions à faire parce qu'effectivement, tu peux te relier à tes propres guides d'incarnation, tu peux te relier à des anges, à des archanges, et on connaît, enfin, vous pouvez chercher sur Internet la propriété, tu peux te relier à des défunts, des gens avec qui tu as une relation particulière d'amour, qui sont aussi, ils sont plus dans leur corps physique, mais ils sont pas loin de toi et ils communiquent avec toi. Tu peux te relier à des saints, des saintes. Quand tu es désigné saint, c'est que tu es reconnu par l'État, enfin l'Église ou une Église particulière comme quelqu'un qui a justement retrouvé la pleine conscience, qui s'est réalisé, qui a accompli des choses exceptionnelles et donc qui a dépassé ses limites, les limites de sa personnalité et de son corps physique. Et donc, ça permet de, sans rien faire de mental, de réveiller ces énergies-là en toi, de leur donner plus d'espace. D'accord. Ils sont en fait des supports. C'est que des supports pour te rappeler qui tu es vraiment. Et moi, je leur ai consacré une partie dans mon livre en expliquant comment ça fonctionne. Parce que ça a été vraiment important à un moment de ma vie et c'est un peu eux qui sont venus me chercher. Et je ne sais pas si j'aurais fait le même chemin sans cet outil-là, sans ce support-là. J'ai envie de te dire que non parce que je l'ai fait et que j'ai bien vu que ça m'a propulsée. Donc, c'est pour ça que j'ai consacré une partie dans mon livre. Voilà. C'est pas une obligation, mais je dis que c'est un tremplin. Oui. C'est un tremplin. Après, c'est une guidance. De lire la deuxième partie. Hein. Ah non, c'est intéressant, c'est une guidance, c'est une forme de canalisation aussi du coup que tu as développé. Et donc les flammes sacrées, donc c'est lié aussi. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Les flammes sacrées, ça a été créé au temps de l'Atlantide. Bon, je ne vais pas tout expliquer, mais c'était il y a 12 000 ans. On cultivait de la même manière que nous, sur la Terre en ce moment, on a des monastères, on a des temples, on a des lieux saints où tu as des gens qui passent leur journée à prier et qui consacrent leur vie à ça. Et donc, les flammes sacrées, c'est exactement la même chose. À l'époque de l'Atlantide, où ils étaient aussi évolués, voire plus que nous maintenant, ils ont créé des temples de lumière, en fait, parce que c'est pas concret, mais c'est comme les êtres de lumière. Tu peux avoir la représentation à l'intérieur de toi du temple où est cultivée cette flamme sacrée. Et les 7 flammes sacrées avec lesquelles on peut travailler en premier, dont je parle dans le livre, ces 7 flammes sacrées, elles correspondent à chacun de nos 7 chakras principaux. Donc, quand tu te connectes aux flammes sacrées de la même manière que tu te connectes aux êtres ascensionnés,
que sont Marie, Jésus, Maître Saint-Germain et les autres, eh bien, tu viens remettre de l'ordre dans la circulation de l'énergie dans tes chakras. Tu viens rééquilibrer quelque chose. D'accord. Donc, tu n'as pas besoin de devenir un spécialiste des chakras ou de te former à une discipline particulière. Tu peux le faire de chez toi en te connectant aux flammes sacrées puisqu'elles continuent à exister et qu'elles sont également extrêmement puissantes. Et si tu veux, ce que ça amène aussi, c'est vraiment que moi, ça m'a permis de retrouver des dons en moi, des qualités particulières dont je ne connaissais pas l'existence. Et ça se fait naturellement grâce à la connexion et autant la concentration, la conscience que je vais y consacrer au quotidien. Ça peut être 5 minutes, mais ça peut être plus long. Et voilà, on peut aussi s'aider de méditations guidées qui sont sur YouTube, dont je parle dans le livre, je donne aussi le lien, parce que Aurélia Louise Jones, qui a écrit un livre sur les flammes sacrées, qui est moi que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est elle qui a écrit Télos, les livres Télos, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ah oui, je les ai écoutés. Voilà, et donc dans Télos, tu as toutes les méditations avec les différentes flammes sacrées. Oui. Où tu peux être simplement passif et simplement les écouter, et non pas lire ou faire quelque chose qui t'oblige à être actif. Mais sur YouTube, il y a des audios en fait de tous les livres. Voilà, mais c'est passionnant. Waouh, Coralie, merci pour tout ça. Et en fait, c'est vrai que c'est simple et c'est accessible et ça demande de la pratique, mais le comprendre, le réaliser en soi, c'est très simple parce que je te dis, c'est déjà en nous. Donc forcément, c'est familier. Tu vois, il y a un truc, tu dis, ah ben oui, bien sûr. Et donc, dans ce livre, je mets les choses dans l'ordre, je les clarifie pour que chacun puisse accéder à ses propres ressources, en fait. Ouais, voilà. Et puis, en plus, j'ai vu aussi que, enfin, tu as écrit déjà, tu es auteur, mais tu as commencé à écrire un petit peu plus tôt. Tu as d'autres ouvrages, donc on ne va pas développer parce qu'il y a déjà, ça fait 1h30 déjà qu'on échange. Je vais juste les montrer, ces livres, simplement. Bravo. C'est ça? Oui, c'est tout à fait ça, bravo. En quête de soi en 2013 et éveil à ascension en 2021. Ben voilà, ta créativité passe à travers toi. Hein. Ouais, ben voilà, c'est exactement ça. Tu vois, je partage ma conscience des choses qui aura changé dans 6 mois ou dans 1 an, mais en attendant, pour tous ceux qui débutent sur le chemin de la connaissance d'eux-mêmes, et ben, c'est une aide vraiment précieuse. Et d'ailleurs, là, je suis en train de faire un nouveau livre, tu vois, un autre qui sera plus petit, mais par rapport aux croyances limitantes. Comment identifier ces croyances limitantes et comment changer de regard, encore une fois, élargir sa conscience pour ne plus être dirigé par cette croyance limitante. D'accord. Oh, ça s'avère encore passionnant. Future interview. Voilà. Bon, mais écoute, en plus, tu accompagnes les êtres, il y a des formations aussi sur la mission de vie, il y a un audiobook aussi, je l'ai vu sur ton site internet. Ouais. Donc, je vais juste mettre, en fait, le nom de ton site, donc il est déjà dessous, mais il y a une phrase qui m'a interpellée sur ton site. On va la regarder ensemble. Donc, tu peux le faire.com, c'est le nom de ton site. Libère-toi de ce qui t'empêche de vivre tes rêves. Donc, ma question, Coralie, pour terminer en fait ce bel échange, c'est Coralie, t'es-tu libérée? Je suis toujours en chemin. Et tu vois, quand je partage des choses, c'est comme si je venais de faire 1h30 de révision. Je suis en chemin. Et comme je te disais, j'ai encore des émotions. Enfin, heureusement, puisque c'est des outils et des clés, mais je peux encore être submergée par une émotion. Mais ça dure moins longtemps. Alors qu'il y a 10 ans, j'aurais été happée. Complètement engloutie par l'émotion. Donc, il y a des progrès, il y a des moments où c'est totalement fluide, et puis il y a des moments où c'est comme des régressions, tu vois. En fait, moi, je vois ça comme ça, c'est des cycles. Et les cycles, là, je le fais au niveau circulaire, mais c'est une spirale ascendante. C'est-à-dire que je suis toujours en chemin, en découverte de moi, en apprentissage de la pratique. Et quand j'accompagne les autres, ça me fait aussi
pratiquer par rapport à là où j'ai besoin de pratiquer parce que les autres me renvoient toujours quelque chose. Donc, je suis en chemin. Parfois, je suis complètement en régression. Parfois, je suis propulsée en avant. Mais je dirais que ce qui a changé, c'est que les périodes difficiles, elles durent moins longtemps. Les résolutions sont plus rapides. Et il y a quand même une maîtrise de ces outils-là. Sinon, je ne pourrais pas en parler comme ça et je pourrais pas. En fait, je crois que le fait d'écrire ce livre, tu vois, c'est comme si j'avais fait une thèse à la suite d'une licence, d'un doctorat ou de, tu vois, c'est que voilà, je pose tout et maintenant je peux passer à autre chose. Oui. Et puis tu peux accompagner du coup grâce à ça en fait, et grâce à ton parcours et tes expériences, c'est d'une grande richesse. Enfin... Ouais. Moi, je pense qu'on peut accompagner dès le début. Et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait avec le massage, donc c'était bien. Il n'y avait pas quand tu es que avec l'énergie, il n'y a pas de projection, il y a moins de risques. Et c'est quand même par la pratique que tu évolues et que tu intègres tout ça. C'est que dans la pratique. Donc, il y a un moment donné, il faut bien passer à l'acte. Et donc, tu peux partager des choses sans être réalisé. Moi, je connais très peu d'êtres réalisés. Moi non plus. Ah oui, non, bien sûr. Tout le monde, tout le reste, tout le monde est en chemin, mais à différents niveaux. Et même en chemin, on s'apporte des choses les uns et les autres. Bien sûr. Et on est là pour partager des choses. Le seul problème, tu vois, c'est quand tu penses que tu es arrivé quelque part ou que tu es supérieur ou que tu deviens gourou, c'est que ça t'a pris, ça t'a dépassé, mais du coup, c'est de l'ego spirituel, c'est-à-dire ça t'a dépassé dans l'autre sens. Mais même ça, c'est pas grave parce que tu vas forcément vivre des choses désagréables par rapport à ça qui vont te ramener à l'équilibre, qui vont te ramener dans le juste milieu. Donc, merci. Voilà. Merci Coralie, merci beaucoup pour tout cela, ces enseignements et ce partage, pour ton énergie. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir le partager avec toi comme ça en échange, en mode discussion. C'est encore autre chose que le livre et c'est toujours intéressant. Bon, merci d'être venue en tout cas sur ma chaîne Au Cœur de Soi TV. Et donc toi, tu as une chaîne YouTube aussi, Coralie Château. Vous pourrez aussi aller voir, vous mettre un petit pouce, s'abonner, sur la mienne aussi. N'hésitez pas à partager si cet entretien vous a apporté des petites clés. Et c'est tellement important de partager, de diffuser autour de vous tout ce qui vous fait du bien. Surtout pour le monde qui est en train de s'ouvrir à nous. Et puis, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci à tous de votre écoute. Merci à Laetitia pour ton invitation et à très bientôt. Oui, au revoir Coralie. Au revoir tout le monde. Merci. Bye bye.